Ah, l'argent, le fric, le pognon, le flouze. Quel que soit le nom qu'on lui donne, on sait tous de quoi on parle. On parle de liquidité, de monnaie, de billets, de cash. Cette chose qui fait tourner le monde. Mais d'où vient l'argent? Qui l'a inventé? A-t-il toujours eu cette forme? Jetons un coup d'œil à l'histoire de l'argent et voyons ce qu'on peut y trouver. Avant de commencer, il faut établir quelque chose. Dans nos sociétés modernes, l'argent est une monnaie qu'on utilise pour échanger de la valeur contre des biens ou des services. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un chiffre inscrit sur notre compte bancaire, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant de créer l'argent et de lui donner une valeur de référence, on pratiquait le troc. On parle ici des civilisations anciennes, il y a plus de 8000 ans. Ces peuples avaient l'habitude de commercer directement entre eux en échangeant ce qu'ils avaient en trop. Imagine que tu sois éleveur de moutons et que ta production de laine de cette saison soit plus que suffisante pour toi et toute ta famille. Tu te retrouves donc avec un excédent de production. Mais tu n'as pas cultivé de pommes de terre et tu en as besoin pour ta soupe quotidienne. Heureusement, ton voisin Jean a cultivé des pommes de terre et il a besoin de laine pour tisser ses vêtements d'hiver. Vous échangez des marchandises ou faites du troc et tout le monde est content. Mais disons que le moment est mal choisi et que la récolte de Jean a été précoce. Une année avant que tes moutons ne soient assez duveteux pour donner de la laine. Que se passe-t-il alors? Si seulement il existait une technologie capable de permettre quand même l'échange. Les civilisations anciennes telles que les Mésopotamiens ont remarqué que ce genre de problème se produisait de plus en plus souvent. Ils ont donc mis en place un système qui a évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de comptabilité. De cette manière, les autorités officielles gardaient une trace de qui devait à qui et combien. Au début, ils enregistraient des choses telles que le blé, la laine et le bétail. Comme sur ce joli morceau de pierre sculpté qui servait de reçu pour un échange de bétail. Avec le temps, les Mésopotamiens ont commencé à enregistrer toutes leurs dettes dans des unités de compte standardisées. Et crois-le ou non, les premières unités de compte normalisées étaient des graines et des coquillages. La tenue des livres comptables a permis aux premières civilisations de créer une sorte de système dans lequel chacun pouvait stocker de la valeur et l'encaisser quand il le souhaitait. D'ailleurs, il est intéressant de noter que l'écriture a été inventée pour pouvoir garder une trace de ces échanges commerciaux. Et c'est ainsi que l'argent est né. Mais à l'époque, il n'avait pas encore atteint la forme de pièce de monnaie. Il s'agissait plutôt d'une parole de comptable sur la valeur que quelqu'un avait en crédit et ce contre quoi il pouvait l'échanger. Cette méthode n'était sans doute pas des plus fiables. C'est pourquoi des personnes soucieuses de résoudre les conflits ont inventé un moyen physique de conserver une trace de la valeur, les pièces. Les hommes ont donc créé un moyen de contrôler leurs échanges. Tu pouvais acheter une vache en utilisant ton sac de pièces. La valeur de la somme due était liée au poids de la pièce elle-même. C'est ainsi qu'est né le système de la monnaie. Plus tard, on a commencé à attribuer des valeurs différentes aux différentes pièces. Ainsi, une pièce d'or valait plus qu'une pièce d'argent ou de cuivre. Malin, n'est-ce pas? À cette époque de l'histoire, vers 400 avant notre ère, les villes devenaient de plus en plus grandes et le commerce s'effectuait à l'échelle mondiale. Mais chaque pays attribuait une valeur différente à chaque pièce de monnaie. Comme l'argent ne valait pas la même chose en Italie et en Turquie, de nouveaux problèmes sont apparus. Il fallait un taux de change normalisé. Pendant plusieurs siècles, le système de la monnaie a fonctionné. Mais très vite, certaines personnes mal intentionnées ont commencé à fabriquer de fausses pièces, en mélangeant des métaux précieux avec d'autres métaux moins chers. C'est pourquoi certaines civilisations ont commencé à passer au papier, et grâce à la mondialisation, cette tendance s'est répandue dans le monde entier. Et quand on parle de mondialisation, il s'agit surtout du commerce. Le commerce était un moyen d'amener les marchands d'un côté du monde, l'Europe, à l'autre côté, qui à l'époque était l'Asie. Des commerçants et des explorateurs comme Marco Polo, qui allaient et venaient, ont découvert que certains pays asiatiques utilisaient le papier comme monnaie d'échange. Ils ont contribué à l'introduire en Europe. Au XVIIe siècle, les premières banques européennes ont émis du papier-monnaie et la tendance s'est répandue. Tu connais le dicton qui dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres? C'est parce que quelqu'un doit être responsable de la quantité d'argent qui va circuler. Qui en décide et sur quelle base? Ce rôle a été confié au gouvernement. Ils ont décrété que des individus lambda ne pouvaient pas imprimer de l'argent depuis le confort de leur maison. Il fallait un système centralisé pour le faire à leur place. Aux États-Unis, par exemple, il s'agit du système fédéral de réserve, surnommé la Fed. Lors de sa création en 1914, la Fed a utilisé ce que l'on appelle l'étalon or pour déterminer la quantité de monnaie qu'elle pouvait imprimer.
L'étalon or est encore utilisé aujourd'hui par de nombreux pays dans le monde. C'est un système de référence. À l'époque où les banques n'étaient pas encore centralisées, la richesse d'une personne était liée au nombre de vaches qu'elle possédait. Avec le temps, cet étalon est passé à l'or. Ainsi, la quantité d'argent dont disposait un pays, par exemple, était liée à la quantité d'or qu'il avait en réserve. Pourquoi la Fed n'imprime-t-elle pas de billets de 100 $ et ne rend-elle pas tout le monde riche et heureux? Parce que si elle le faisait, la monnaie papier perdrait toute sa valeur. Il s'agit d'un processus connu sous le nom d'inflation, où l'on finit par dépenser plus pour acheter moins. Tu as déjà vu des photos de gens avec d'énormes liasses de billets pour acheter leur pain du matin? C'est ce qui se passe lorsque l'inflation est hors de contrôle. Le prix des biens monte en flèche de minute en minute, et il faut de plus en plus d'argent pour acheter les mêmes choses. La monnaie en papier est donc bien pratique dans les échanges quotidiens, pour payer une petite course en taxi ou faire des courses. Mais ce n'est plus le cas lorsque le montant à payer est plus important. Dans les années 50 et 60, la technologie nous a permis de transformer le papier en plastique. C'est ainsi que les banques ont inventé les cartes de crédit, qui en outre leur permettaient de récupérer une petite partie de l'échange. Aujourd'hui, si tu veux acheter un objet, tu peux le faire en ligne en utilisant ton numéro de carte ou même ton téléphone. Mais ce n'était pas le cas lorsque les cartes de crédit ont commencé à être utilisées. Pour acheter quoi que ce soit, le caissier devait appeler ta banque. Et quelqu'un vérifiait manuellement si tu disposais de suffisamment de fonds. Mais imagine qu'il faille vérifier manuellement plus de 300 millions de transactions par an. Compliqué, n'est-ce pas? Heureusement pour nous, les progrès technologiques ont accompagné la croissance du système financier. Les commerçants ont donc commencé à utiliser l'informatique pour vérifier les fonds disponibles sur notre compte. Aujourd'hui, on utilise de gros ordinateurs centraux pour gérer toutes les transactions par carte. Leur technologie est si avancée qu'ils sont programmés pour comprendre le comportement personnel de chaque consommateur. Ainsi, ils peuvent bloquer ta carte s'ils soupçonnent qu'un achat n'a pas été effectué par toi. Génial! Merci les ordinateurs. L'ensemble de l'argent circulant dans le monde est estimé à environ 400 000 milliards de dollars. Ce chiffre passe à 1,3 quadrillion de dollars si l'on prend en compte les investissements et les monnaies numériques, que certains considèrent comme l'avenir de l'argent. On a déjà évoqué la façon dont les technologies de l'information ont révolutionné le système financier. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Mais le Bitcoin n'est pas la seule. Il a été le premier à être créé, en 2009, par un programmeur informatique anonyme, ou un groupe de programmeurs, connu sous le nom de Satoshi Nakamoto. Il existe d'autres crypto-monnaies, telles que l'Ethereum et le Tether. Mais à lui seul, le Bitcoin représenterait plus de 370 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et pourquoi tout le monde en parle? Les crypto-monnaies sont devenues populaires parce qu'il s'agit d'un type de monnaie orientée vers les individus. En effet, elles contournent les systèmes bancaires traditionnels, ceux qui s'en occupent sont ceux qui l'utilisent. Les valeurs ne sont pas stockées dans un coffre-fort physique, mais dans des clouds, gérés par des ordinateurs. Elles ne sont pas non plus émises par une banque centrale comme le sont les dollars ou les euros. Et il n'y a rien qui sous-tend leur valeur, comme l'étalon or par exemple. Elles sont créées par un processus appelé minage. Il s'agit essentiellement d'un ensemble de logiciels informatiques qui résolvent des problèmes mathématiques très complexes. Le premier ordinateur à résoudre le problème gagne la course et crée un bitcoin. La valeur du bitcoin repose sur la confiance entre les utilisateurs, et non sur un étalon comme l'or. Si tu trouves ça compliqué, c'est normal. Et comme toutes les autres innovations précédentes, telles que les premières pièces de monnaie et les cartes de crédit, il faudra du temps avant qu'elles ne soient acceptées par la majorité d'entre nous. Bref, quel que soit le nom qu'on lui donne et les formes qu'il peut prendre, l'argent reste encore le moteur du monde. Pour le meilleur et pour le pire.